Bonjour à toutes et tous. Pour moi, c'est un grand honneur d'ouvrir cette conférence que nous co-organisons avec mes collègues Esther Herranz Garcia, qui est aussi notre rapporteur du paquet vin. On est très fiers qu'elle soit là avec nous, puisque on a terminé les discussions en shadow meeting hier sur nos amendements de compromis. Christina Guardia, alors je ne l'ai pas dit, mais Herranz Garcia pour le groupe PPE. Christina Guardia, qui est pour le groupe Green. Et André Rodriguez, qui arrivera tout à l'heure et qui est portugais. Tout à l'heure, non, tout de suite, qui est donc portugais des Açores et socialiste aussi. Et donc Eric Sargiacomo, donc je vous accueille. Je suis socialiste et shadow rapporteur dans le rapport sur le paquet vin. Comme vous le savez, nous sommes impliqués dans les négociations donc, de ce paquet vin et nous défendons un amendement de compromis pour remettre en cause l'interdiction des cépages comme le Noah, le Clinton, l'Isabelle et bien d'autres. Et je ne peux pas oublier également le Baco blanc, le Baco noir, qui font la réputation notamment d'un spiritueux bien connu qui s'appelle l'Armagnac. Ces cépages ont été interdits en France dans les années 30. Une fois qu'ils ont permis de régler la crise du phylloxéra, on leur a dit bon, ciao, au revoir, hein, on a greffé vos pieds et circulez, il n'y a rien à voir. Et avec la politique agricole commune, en fait, on a poursuivi cette interdiction donc à partir des années 60. Et là, l'interdiction s'est étendue à l'ensemble de l'Europe. Alors, il s'avère que les fondements de cette interdiction ont été remis en cause depuis. Vous savez que la grande question, c'était la teneur en méthanol issu de ces cépages, qui en fait respectent les normes européennes, à condition évidemment qu'on vendange et qu'on vinifie correctement les vins avec un degré de maturité suffisant, parce qu'on aurait effectivement la difficulté pour n'importe quel cépage si on devait mal vinifier. C'est un problème de dégradation de pectine, de ce que l'on m'a dit. Je ne suis pas spécialiste de la vinification, mais la pectine, évidemment, qui est issue des grains du raisin, à l'intérieur des raisins, et les analyses qui viennent d'être faites, notamment, je pense que M. Jérôme Villaret va nous faire le détail des dernières données scientifiques en la matière, prouvent qu'en fait, nous n'avons pas de sujet en matière sanitaire sur ces cépages. Bref, il est temps de sortir ces cépages interdits de la zone grise dans laquelle ils sont aujourd'hui, parce que je rappelle qu'en effet, avec la réforme de la PAC, la dernière, on avait imaginé, la Commission avait proposé de les réautoriser. Et en fait, c'est au Conseil que les choses ne sont pas bien passées, je pense, par manque de connaissance du sujet. Et on est resté sur plus une interdiction totale. Ils existent toujours, ils sont dans la nature. On peut effectivement les utiliser, mais ce que l'on en produit n'est plus appelé du vin, même si c'est du raisin fermenté. Alors, cherchez. Par contre, astuce, mais bien connue en général des pouvoirs publics, en termes de fiscalité, ils sont fiscalisés comme le vin. Voilà. Il y a pas, on ne perd rien en matière de fiscalité. Donc, vous voyez, je pense que vraiment, il faut qu'on arrive à sortir de cette ambiguïté, et pas simplement pour le simple plaisir de dire ces noms qui sont un peu exotiques par rapport aux cépages que l'on connaît, mais parce qu'ils peuvent nous offrir un certain nombre de solutions par rapport à des problèmes que l'on connaît, d'un point de vue sanitaire par rapport à la vigne. Vous savez qu'aujourd'hui, on essaye de réduire beaucoup les intrants, de résister le mieux possible à un ensemble de maladies qui touchent la vigne, et je pense notamment à la flavescence dorée. On sait que ces cépages sont particulièrement résistants à de très nombreuses maladies et permettraient de baisser drastiquement, ce patrimoine génétique permettrait de baisser drastiquement l'utilisation des intrants. Donc au-delà de ça, c'est aussi la capacité qu'on aura à résoudre un certain nombre d'enjeux qui sont devant nous. Je pense notamment aux questions du réchauffement climatique. Et pour cela, nous avons besoin d'utiliser toutes nos connaissances du patrimoine génétique viticole, et ces cépages en font partie depuis la fin du 19e siècle et leur arrivée sur le continent européen. Ils nous ont sauvés une fois, peut-être qu'ils seront amenés à nous sauver d'autres fois. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose de très résiduel à l'échelle de la production viticole européenne, en France, mais aussi, je sais, en Italie,
au Portugal, en particulier aux Açores, m'a-t-on dit. On trouve ces cépages donc aujourd'hui un peu oubliés. Et moi, je dois dire que je tiens à remercier tout particulièrement l'ensemble des producteurs qui sont là, l'ensemble des scientifiques qui sont là pour nous éclairer sur les enjeux, sur les possibilités que nous ouvrent ces cépages et bien sûr pour nous faire une dégustation parce que parmi les questions qui nous sont souvent posées, on nous dit mais en fait on veut bien les autoriser mais ça sert à rien parce que d'un point de vue organoleptique, ça n'a pas d'intérêt. Alors moi je sais qu'en tout cas pour une chose, ça a beaucoup d'intérêt. Si je prends le Baco blanc, je sais que ça fait les meilleurs armagnacs qui existent aujourd'hui sur la planète. Je vous rappelle que l'armagnac, c'est la plus ancienne des eaux-de-vie que l'on connaisse aujourd'hui et qui sont sur donc le marché. Et évidemment, je tiens particulièrement à ce que l'on conserve la capacité à utiliser le Baco blanc dans nos fûts parce que particularité du Baco blanc, c'est qu'il permet de très bien vieillir en fût les eaux-de-vie qui sont après utilisées à l'échelle de la planète et concurrencer le grand cognac que l'on connaît tous. Mais voilà, donc je vous mets dans les mains de Christina qui va continuer et animer la conférence. Je vais vous quitter quelques instants parce que j'ai une réunion de délégation et c'est encore un grand plaisir de vous recevoir dans cette salle et plurinationale. Et donc je passe la parole à Christina. Merci beaucoup. Thank you. It is a very big pleasure to be here with you, and I will continue in Italian, so headphones on. Grazie infinite, grazie di essere qua, ringrazio davvero il collega per aver condiviso questo percorso insieme e dopo vi spiegherò il perché, ma davvero il grande ringraziamento a tutti voi che ci avete raggiunto da diverse parti di questa Europa, fisicamente e online. Oggi abbiamo voluto riunire i produttori, gli esperti, i rappresentanti istituzionali per parlare delle cosiddette varietà proibite che sono oggetto di un lavoro congiunto nell'ambito del pacchetto vino, ma anche per allargare la discussione alle varietà resistenti, i cosiddetti piwi. In fondo queste due storie alla fin fine si intrecciano l'una con l'altra, entrambe rappresentano una eredità culturale e allo stesso tempo una nuova opportunità per affrontare, come detto prima, le sfide del cambiamento climatico e delle malattie della vite. Sono davvero e particolarmente contenta, non soltanto politicamente ma anche personalmente, essendo anche io una piccola produttrice, di potermi occupare di questi temi. Perché ho scoperto queste varietà proibite quando ero consigliera regionale anni fa in Veneto, nel nord-est dell'Italia, e all'epoca ho seguito personalmente la storia che ascolteremo oggi dai nostri ospiti veneti, che ringrazio profondamente di essere qua. Ringrazio davvero i colleghi Eric Sargiacomo, Esther Herranz Garcia e Andrés Rodriguez per aver co-ospitato questo evento insieme a me e siccome l'agenda è molto ricca, siete in tanti e vorremmo cercare di rispettare i tempi perché abbiamo l'aperitivo proibito che ci attende, sarò molto ligia nel tenere i tempi e prometto che non farò assolutamente favoritismi, ok? Quindi do subito la parola al primo panel, il panel The Legacy of Forgotten Varieties from History to Revival, con Jérôme Villaret, former director of the Languedoc Wines Council Organization, che ci presenterà un argomento, The Need of Four Changes, the CMO's Rules. Prego. You can press the button. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez afficher le... Button. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez afficher le... Merci. Bonjour à tous. Parfait. L'interdiction des cépages ou
oubliée est une interdiction assez ancienne. C'est une anomalie d'histoire que plus personne aujourd'hui ne sait pourquoi c'est interdit, mais cette interdiction a perduré jusqu'à cette année. Il y a 6 cépages qui sont interdits. Je les ai remis sur le PowerPoint. C'est le Clinton, l'Isabelle, le Noah, l'Herbemont, l'Othello et le Jacquet. Ces cépages ont fini oubliés des grandes zones viticoles de production de vin. Et ils auraient pu disparaître complètement si quelques vignerons acharnés n'avaient pas conservé ces cépages dans leur vignoble, parce qu'ils pensaient, eux, que c'était déjà une utilité et qu'il fallait poursuivre la mémoire, en fait. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette journée que ces cépages représentent un intérêt nouveau face aux défis que doit relever notre filière viticole européenne qui est en crise et qui nous paraît nécessaire aujourd'hui de libéraliser ces cépages pour qu'ils puissent jouer un nouveau rôle dans le futur de notre filière. Si on regarde un peu l'historique, les cépages ont été introduits à partir de la crise du phylloxéra dans les années 1868 au 19e siècle. Avant cela, pendant des millénaires, il y avait une seule espèce de vigne qui prédominait en Europe, c'était Vitis vinifera. Mais il existe dans le monde d'autres espèces de vignes. Et à partir de 1868, les scientifiques sont allés chercher d'autres espèces de vignes qui résistaient à des maladies, en particulier en Amérique du Nord, d'où provenaient le phylloxéra, le mildiou, l'oïdium, donc les maladies de la vigne. Et ils ont commencé à les hybrider, c'est-à-dire à les marier pour pouvoir obtenir des vignes qui étaient à la fois résistantes aux maladies et à la fois qualitatives. Et c'est de là que sont nés les premiers cépages, Clinton, Isabelle, Noah, Herbemont, Othello. Ils ont perduré, ils se sont développés jusque dans les années 20-25. Et en 1934, la France a connu une surproduction de vin très très importante. Et à ce moment-là, les vignerons se sont posé la question comment faire pour réduire la production. Et la manière de réduire la production de vin a été d'interdire un certain nombre de cépages. Et ces 6 cépages ont été interdits à partir de 1934. À partir de 1953, la réglementation française s'est alourdie et ils ont été obligés d'être arrachés. Il ne devait plus y avoir de parcelles de vignes qui devaient survivre à 1953. En 1987, le règlement européen a intégré cette réglementation à l'échelle de l'Union européenne. C'était une réglementation française au départ. Heureusement qu'en 2003, le règlement européen a relevé l'obligation d'arrachage de ces parcelles. À ce moment-là, les vignerons qui en avaient encore n'avaient plus l'obligation de les arracher. Et en 2021, le règlement donc de l'Organisation commune du marché du vin a aboli en Europe l'obligation d'arracher et l'interdiction de plantation. Donc depuis 2021, il est possible de replanter ces cépages dans l'Union européenne, mais il est toujours aujourd'hui interdit de les commercialiser. Et donc, comme le disait Eric Sergiacomo tout à l'heure, les vignerons peuvent aujourd'hui les produire, mais ils ont l'obligation de commercialiser ces cépages dans un autre produit à base de jus de raisin fermenté. Et on trouve que c'est un peu une hypocrisie, finalement. Ces cépages aujourd'hui, pour quelles raisons ils n'ont pas été... ils restent interdits. Il y a eu 2 grands arguments. Le premier, c'est un argument de qualité, où on dit que ces vins qui ne sont pas bons. Je vous laisserai juge du niveau qualitatif dans la dégustation que nous aurons tout à l'heure. Et un autre grand argument, c'est un problème de sécurité alimentaire. Ces cépages contiendraient plus de méthanol que les cépages classiques. Et le méthanol est une molécule qui est dangereuse, qui, consommée à forte dose, peut provoquer des troubles neurologiques dans le cerveau et des problèmes de troubles de la vue. Donc on a voulu, au niveau du syndicat des vignerons des Cévennes, faire des dosages de méthanol dans les micro-vinifications qu'on réalise depuis quelque temps et dans des vins qui sont réellement produits au niveau du vignoble. Et là, vous avez la présentation des différents taux de méthanol. La norme OIV est à 250 mg par litre pour les vins blancs et à 400 mg par litre pour les vins rouges. Et il n'y a aucun échantillon dans tout ce qu'on a pu tester qui dépasse cette norme OIV.
Pour les blancs, on est à dessous de 50% de la norme, et pour les rouges, on est en dessous de 30% de la norme. Et quand je vous ai mis en référence des vins d'appellation d'origine contrôlée française qui sont à peu près au même niveau que certains de nos cépages interdits aujourd'hui. Donc on ne peut pas dire effectivement aujourd'hui que le méthanol est un problème de sécurité alimentaire dans ces cépages. Ils sont tout à fait sains et ils respectent les normes OIV en vigueur en fait. Ce que je voulais vous dire pour terminer mon intervention en conclusion, comme vous allez le voir dans le reste de la conférence, l'enjeu de la libération des cépages n'est pas simplement une simplification administrative, mais c'est véritablement une chance pour toute la filière viticole d'apporter de nouvelles solutions aux défis que doivent relever les vignerons d'aujourd'hui. Et nous sommes convaincus que la prochaine révolution de la filière viticole, ce sera la révolution sur les cépages. Et l'Europe doit être prête à cela. Merci de votre attention. Merci. Merci beaucoup. Thank you very much, grazie. Adesso la parola a Étienne Montaigne, che è un agronomo ed economista dell'International Organization of Wine and Supagro Montpellier. Il tema che verrà affrontato è Forbidden Varieties, Social Demand, Risk, Phytosanitary Treatments, and Institutional Limits and Stakeholders. Grazie infinite. Ça fonctionne? Très bien, merci. Je vais intervenir en tant qu'économiste, économiste de l'innovation que j'ai suivi dans la filière viticole depuis une trentaine d'années. Il faut que je coupe ça. Oh. Voilà, d'accord. Merci. Donc je vais poser le problème comme un problème de recherche. Pourquoi on doit s'intéresser à ces variétés? Juste une phrase, j'ai interviewé le responsable du développement de l'Hérault pendant 40 ans sur les cépages interdits et il m'a dit c'est des cépages qui rendent fous, point. Et personne s'y intéresse. Il faut rappeler qu'il a été élève à Montpellier Supagro, qui a formé tous les gens qui ont créé le cadastre viticole en 1956. Donc c'est ce qui était enseigné. Donc, pourquoi ces cépages sont uniques? Je pense que Jérôme en a déjà parlé. Quelles sont les implications économiques? Qu'est-ce que l'histoire nous apprend sur ces cépages? Pourquoi ils ont été interdits? On en a déjà parlé. Et est-ce qu'on peut revisiter leur procès? C'est-à-dire ce qui a justifié par un ensemble d'acteurs économiques et sociaux de cette interdiction. Donc, bien entendu, ce n'est pas une innovation, quoique. On raisonne l'innovation par rapport à quelque chose qui existait sur une longue période, mais les nouvelles technologies et l'évolution des sciences et des connaissances peuvent changer totalement les éléments justifiant la situation. Alors, qu'est-ce qu'apportent les parties prenantes dans cette transformation et en quoi l'ancien paradigme de recherche qui était la santé par le vin et surtout comment lutter contre la surproduction, ce qui a été indiqué, est remis en cause par cette situation. Un certain nombre d'acteurs soutiennent cette évolution. Quels sont-ils, que veulent-ils et pourquoi? Et en quoi ces acteurs rencontrent la demande sociale du secteur vin. Donc on a un changement de paradigme par rapport à la demande sociale. Des choses bien connues, je passe rapidement, le bashing des pesticides, la réhabilitation des anciennes variétés de légumes en particulier, l'agriculture biologique, l'attention au paysage, le tourisme vinicole, l'attention d'un grand nombre de sociétés sur les traditions culturelles et techniques, et l'important de redonner l'attention à cette tradition. Je cite pour exemple le prix de l'OIV qui vient d'être donné en 2025 sur 100 gardiens pour 100 vignes, réalisé par Luc Graspo. Alors je m'excuse, je n'ai pas remis le titre en italien. Ça a été réalisé par une équipe d'ampélographes italiens de grande qualité. Et l'important, c'est d'avoir ces vignes et d'avoir des gens qui les cultivent. Voilà l'enjeu.
Des controverses scientifiques, la progression des connaissances et des débats, et on le voit bien sur le méthanol, fait partie de controverses scientifiques sur la toxicité, sur le goût, sur l'œnologie, sur les manières de faire. D'accord ? Et la demande sociale majeure traduite dans les textes et les démarches politiques françaises autour des plans éco-phyto, c'est bien entendu réduire le coût des fongicides et des traitements, ça a été dit, et les réduire dans une période de temps de façon maximale. Et tous les jours, dans les bibliographies, on reçoit des articles expliquant comment améliorer cette situation. Excuse-moi, on peut changer de diapo ? Juste une illustration, je ne savais pas qu'est-ce qu'il y aurait eu comme photo pour... Mais voilà le genre de document qui fait que le consommateur ou le voisin d'une vigne ne veut plus en entendre parler de traitement, d'où la démarche vers les nouvelles variétés et aussi les résistances de ces anciennes variétés. Je n'irai pas jusqu'au niveau moléculaire. Donc il y a des limites institutionnelles. Évidemment, les connaissances, si on a pu faire d'analyse sur ces hybrides depuis 1935, on ne sait pas dans lesquelles conditions et qu'est-ce qu'on a analysé à l'époque et avec quelle méthode d'analyse. D'où l'intérêt des travaux présentés par Jérôme. La compétition sur le marché mondial est basée sur des variétés bien connues. Alors, ne nous affolons pas, je ne pense pas que ces cépages vont inonder le marché de 10% dans les 10 prochaines années. Mais on a une chute de la consommation mondiale et cette chute peut être non pas limitée, mais elle appelle généralement à de la diversification. Des problèmes, bien entendu, d'inscription. Ces variétés sont exclues des appellations d'origine, de la réglementation sur les vins. Il y a une évolution, alors j'ai pas mis toutes les dates, mais avec des limitations sur la consommation, sur la division, sur le nom du terme vin. Et on pourrait dire, mais bon, ça intéresse personne. Si, ça intéresse les empélographes, ça c'est clair. Mais même pas les vignes expérimentales. Par contre, il y a les gens que vous avez invités aujourd'hui, tous les viticulteurs de la région des Cévennes et autour, des organisations, c'est extrêmement important parce que toute la réglementation évolue grâce à l'existence historique de ces organisations, les 20 pays du Gard, 20 pays des Cévennes. Ces vins ont été dégustés. On va faire une dégustation tout à l'heure avec des dégustations de 14 spécialistes, sommeliers, responsables professionnels, etc. Des associations de fruits oubliés, Mémoire de la vigne, qui sont représentées, je pense, aujourd'hui. Et le soutien de la presse et de la grande presse. Alors, pour pas tous les citer, mais Vitisphère, bien connu par le monde des professionnels, Terre des vins, qui est une revue de référence, la Revue des vins de France, Le Monde, le New York Times, etc. Et la Fondation Caruso, donc de la famille Danone, si je ne me trompe pas, soutient l'Observatoire des cépages patrimoniaux. D'où, et également, un film a été réalisé en 2019, il est toujours d'actualité, ça s'appelait Vitis Prohibita. Donc, quand tout d'un coup on s'intéresse à cette question, on voit qu'il y a énormément de choses. Je vais pas trop abuser de mon temps. Une illustration, vous pouvez changer de diapo. Pour ceux qui ne connaissent pas les Cévennes, et si mes prédécesseurs ne l'ont pas présenté, les paysages des Cévennes, les équipes qui tournent autour de l'observatoire de ces cépages. Une photographie que je dois au professeur de viticulture émérite Alain Carbonneau, sur une situation du Clinton à 2 époques de l'année. Et alors, un enjeu, c'est est-ce que la science produit des fake news? C'est très à la mode de parler d'intelligence artificielle. C'était justifié avec l'histoire du méthanol et des goûts de Foxey. En fait, il a été dit que la surproduction expliquait cette décision. Également, l'orientation décidée par le cadastre viticole des années 50 d'orienter l'ensemble des vins vers des vins de haute réputation. Et sur tous les aspects du cadastre viticole, que ce soit en vin de table en France, que ce soit pour les appellations d'origine, l'objectif était le modèle des grands crus. Donc aujourd'hui, le niveau de méthanol
a été présenté par le graphique de Jérôme. Ces variétés sont développées dans le monde, au Brésil, en Inde, en Uruguay. J'ai eu l'occasion de déguster ces vins dans ces pays. On boit en Uruguay du vin qui a un goût de framboise et ça choque personne et c'est dans les goûts. Donc il y a aussi une vraie question qui est qui va le boire et en fonction de quel rapport au goût. Et les goûts sont éduqués, sont construits et ne sont pas toujours le goût de grands crus de Bordeaux. Alors aussi, la science s'intéresse beaucoup. Je veux citer des travaux d'une importante équipe de Bolzano qui a publié 2 articles édifiants et très intéressants sur l'ensemble des caractéristiques analytiques des vins hybrides, que ce soit les nouvelles variétés, celles existantes ou les anciennes. Alors dans l'article, il faut extraire ce qui concerne les vins interdits, mais c'est passionnant parce qu'on se rend compte qu'un certain nombre d'éléments, tant le méthanol que d'autres molécules liées aux arômes, sont à des niveaux qui sont des niveaux auxquels on n'a jamais fait référence. Et dernier paragraphe de cet article, c'est on peut améliorer la vinification en fonction de tous ces critères d'analyse réalisés par cette équipe. Alors, j'enseigne plus l'œnologie, mais je vous invite à regarder ces documents, ils sont remarquables. Dernier point, on peut mélanger les vins. Et en mélangeant les vins, on joue sur les concentrations, sur les arômes, sur les équilibres. Tous les grands vins d'appellation font des blendings. Alors, juste ma dernière diapo pour conclure, mademoiselle, s'il vous plaît, merci. Bien entendu, l'innovation continue d'être importante, y compris ce qu'on appelle la contre-innovation, mais ça en est une quand même très différente. Comment dirais-je, il y a une demande sociale qui définit les paradigmes technologiques. Je vais trop vite ? Je termine. Bon, on a parlé de la dimension historique et surtout, la réglementation entraîne un effet de locking, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a pris une décision réglementaire, on n'en change plus et on ne l'étudie plus. C'est dramatique. Donc l'évolution de la connaissance de la technologie, la dimension internationale sort du cadre des Cévennes, mais est essentielle et beaucoup de travaux de comparaison et de connaissances réciproques doivent être réalisés. Et on oublie l'essentiel, c'est que c'est une voie, un moyen pour le développement local de régions dites marginales et de producteurs dits marginaux qui réalisent une activité importante d'entretien de l'espace rural. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Veramente interessante, grazie infinite. Adesso dalla Francia vi faccio arrivare all'Italia con Antonio Panizzolo, che è un winemaker e presidente della confraternita del Clinto in Veneto, che affronterà il tema della prospettiva storica per i produttori in Italia con un focus sul Clinto e l'Isabella. Grazie infinite, prego. Buon pomeriggio a tutti. Allora, storicamente diciamo che io parlo del Clinton principalmente e ovviamente tutto si può estendere agli ibridi produttori diretti. Il Clinton, allora, diciamo che è un'uva baccarossa molto profumata alla maturazione e degustandolo si notano una spiccata freschezza e sentori di frutto di sottobosco, in particolare la fragola selvatica e il lampone. Quindi diciamo che hanno sia al gusto olfattivo che diciamo poi in degustazione hanno dei sentori che sono tutt'altro che sgradevoli. Cos'ha questo vitigno in particolare? È un vitigno molto resistente alle malattie funginee, quali peronospora, oidio e fillossera, e poi tante altre. Ha bisogno di pochissimi trattamenti fitosanitari, non ha bisogno di irrigazione né di fertilizzanti. Come si è già detto, la proibizione in Europa e la denominazione di vino è stata regolamentata dalla Comunità Europea, assegnando praticamente la definizione di vino solo esclusivamente ai prodotti derivanti da vitis vinifera.
c'era una seconda motivazione in Italia che lo declassava, perché si riteneva che non avesse una gradazione alcolica minima che fosse, che lo rendesse commercializzabile. Tutto questo ho qui le analisi qui in mano, dove praticamente testano esattamente il contrario. Ci sono delle deroghe attualmente in Europa, una di queste principalmente scusatemi, avevo sbagliato foglio. Comunque ci ritorniamo dopo, se potete passare alla seconda slide. Vi chiedo scusa. Ecco, perfetto. Cosa succede? Succede che in Austria ci sono delle, come si può dire, delle deroghe in Europa, e la principale è in Austria, una in Austria, dove praticamente dal 2018 con deroghe fino al 2030 si può produrre col nome Udler un vino derivato da ibridi produttori diretti. Le motivazioni che vi ho detto, quelle ufficiali, sono quelle che vi ho accennato, che sono state dichiarate. In realtà cosa c'era? C'era una competizione a livello produttivo e di mercato, e a causa dell'esigenza di trattamenti ridotti ci sono stati dei fattori economici, commerciali legati, io dico, ai produttori dei fitosanitari. Ok, se cortesemente torniamo alla prima slide, no? Perfetto. Le origini sappiamo tutti che sono praticamente dagli Stati Uniti, e botanicamente presenta delle caratteristiche della specie Vitis riparia, e si ritrovano anche della Vitis lambrusca. Clinton è uno status storicamente speciale, fa parte di uno status speciale, fa parte della famiglia dei ibridi produttori diretti, cui fa parte tantissimi altri che avete nominato, e vorrei aggiungere anche York Madeira, il Taylor e il Concord, che negli Stati Uniti ha una produzione elevatissima, e si producono dei succhi d'uva che vengono esportati anche in Europa. Il Clinton sembra essere la prima varietà coltivata con all'interno della Vitis riparia. È stato usato molto nell'allevamento, quindi si trova in tantissimi ibridi produttori diretti. Da notare che è presente nei 5 continenti. Allora, si dice, le fonti di André Quellin dicono che sia stato trovato un seme da un orticoltore, Hugh White, intorno al 1820, che l'aveva scoperto nel giardino del padre a Chos negli Stati Uniti. Come abbiamo detto, è stato introdotto in Europa in quegli anni, e il nome Clinton, cosa molto, un aneddoto questo un po' particolare, gli è stato dato questo nome intorno al 1835, perché era scritto sulle casse delle barbatelle che arrivavano Clinton quale paese dello Iowa o di New York di provenienza. Nell'Italia si è radicato nell'Italia settentrionale e principalmente nel Veneto. Cosa dire? Torniamo alle motivazioni per la legalizzazione, quindi torniamo alla seconda slide cortesemente. E diciamo che è un vitigno molto radicato nel territorio e legato alle tradizioni storiche e gastronomiche della nostra regione e nel nord Italia. Come si è già detto, non ci sono opposizioni dal punto di vista sanitario e tecnico. Io qui ho delle analisi dove abbiamo fatto analizzare il Clinton e abbiamo ricercato 180 principi attivi quali residui. Quindi abbiamo detto che è resistente alle malattie fungine e quindi non ha bisogno di irrigazioni fertilizzanti e non ha bisogno di trattamenti fitosanitari. Questi esami testimoniano che i residui su 180 principi attivi sono equivalenti a 0.
cosa importante che dicevamo prima, non avendo bisogno di irrigazione, è resistente a tutti i fattori climatici, ma addirittura anche alle zone umide. Tutti questi ultimi fattori cosa mettono in evidenza? Non essendoci trattamenti, non ci sono residui nei vini. Cosa comporta i terreni? Che c'è una attenzione ai terreni in cui vengono coltivati, quindi c'è una riduzione del compattamento del terreno, un risparmio idrico, la salvaguardia delle falde acquifere superficiali, riduzione dei consumi di carburanti e quindi minori emissioni di CO2 e quindi c'è una riduzione delle ore lavorative e dei costi di gestione. Quindi l'uva è anche più sana per il consumatore. Teniamo presente che il Clinton e anche altri ibridi produttori diretti hanno anche delle proprietà terapeutiche. Il vino che viene prodotto da queste uve ha in sé un potente antiossidante, il resveratrolo, che viene, io lo vedo in Italia molto spesso, pubblicizzato negli integratori ed è presente naturalmente, okay, in questo frutto. Pensate che in tutti i vini rossi, okay, in tutti i vini rossi è presente, ma nel Clinton e altri ibridi produttori diretti è presente da 5 a 10 volte quello presente normalmente nei vini rossi. Quindi diciamo che sì, quindi diciamo che il Clinton è un'uva conveniente per l'agricoltore e buona per il mercato. Può essere un'occasione per generare nuovi mercati su prodotti della vinificazione e possono essere un'alternativa ai mercati e dare delle alternative vantaggiose agli agricoltori e ai consumatori. In fondo, il Clinton è il papà di molti piwi. Ricordate che i piwi sono vitigni resistenti incrociati con questi vitigni americani. Quindi, se i figli sono commercializzabili, perché non possono essere i padri? Grazie infinite, grazie anche per quest'ultima provocazione positiva e grazie dell'esperienza con questa varietà molto interessante. Grazie a voi. E adesso è il turno, adesso non lo so se possiamo andare direttamente alle Azzorre, se è arrivato Antonio, oppure... Sì? Ah sì, salve. Really nice to meet you. Antonio Massanetta è un produttore di vini che ci porterà dall'Italia alle Azzorre per parlare della Reviving Heritage and Culture, the case of Vigno de Seiro nelle Azzorre. Grazie infinite, prego. Hello everyone, I'll speak in English. Thank you for this opportunity and thank you for all the communications that I've been learning a lot. Maybe if the presentation can go up, please. So maybe a quick introduction. I come from, I would say, listening to the presentation, I'm a producer of vinifera. 95% of the wines that I do are vinifera. And my focus has been always on heritage, always on understanding our common background. So we have a lot of different grape varieties that are different, but they have a common ancestry, and that connects us all as European grapes. We can talk about the grapes of Portugal and the invasions of grapes from south to north, north to south, and that's part of who we are, and that's part of our base. So I'm going to give state the case of why I think Isabella is one of the most interesting grapes and one of the most important cultural assets of the Azores, and how it has such a great legacy and great heritage. So if you can ask for the next slide, please. So like I said, I'm working in 4 places, always focused on a bit of forgotten regions, in Douro, in the extremes, in Alentejo, in abandoned grapes, in the Azores, where I've committed a lot of my time in the last 21 years, that I'll introduce a little bit, and more recently in Madeira, in the island of Porto Santo, recovering a grape called Caracol. Moving to the next, please. So 80 different wines. We talked about diversity. 2 of them are out of Isabella in the Azores.
And it's a grape that has amazing potential and has a place together with the other grape varieties. Not more, better, it's just something that has taste, smell, identity, and something to be preserved. Next, please. In Alentejo, just to give you, so I can drag you into this idea of the grapes are all interconnected. So the grapes of Alentejo that I've been working, there's 3 there, 2 whites and 1 red. We're the only ones producing them. They come from this southern origin that cross with grapes from the north, the grapes that descend from Savagnin. Next, please. And from 2013 up to now, we've been recovering vineyards in the Azores. So what you see, and you can pass some slides as you can move. So we've done the recovering a lot of vineyards called Courage. They're little clos, little vineyards protected by stone walls that we had Vinifera in the past, then Isabella, and then they were just simply abandoned for lack of economic viability. You can please move. Next. Next, so just to give you an idea, so this is where we are in Pico. We keep moving. We recovered 800 kilometers of walls. We started the work for Isabella had to be done also with our indigenous grape varieties, Verdelho, Arim dos Açores, Terrantez. And today the impact, so we published a report of its origin, and the impact has been this. Can you pass to the next? So first the origin, understanding that it belongs to this family of Savagnin. And next, please. And also understanding, getting deep to what were the wines of the past. Next, it'd be better if I had my finger. And the impact, that is the most important thing for me to put the finger of how a great region is good or bad, is the impact we've had in Azores and Porto Santo by letting these grapes work. So the grapes, when we arrived in Azores, were 70 cents. They're now at almost €6. They were unviable cultures. Now they're profitable viticulture. And same with Caracol in Porto Santo. And what we want is that we can do the same, and we feel blocked that we cannot do the same with Isabella. We can move next. Important dates, because Azores will connect with, it's the beginning of the new world, so it's going to connect with the US. So it's the beginning of the trips. So around the 1500s, we're arriving to the Americas. We can go to the next slide. Farmers are trying to plant vineyards in the Americas. They fail. They start to plant side by side Vinifera with Lambrusca. Natural crossings occur. So something that is important, Isabella is a natural crossing between 2 grapes, and very noble grapes. So we'll get into that. And in the same time, if we can move forward, the wines of Azores are going well. They're very esteemed by most of the founding fathers. But Paulo de Mildium arrives to Europe, first to the Azores, then to Europe, because it was the path, then Phylloxera. And the impact was this. Next slide, sorry. So the impact is, if you can go from 1852 to 1870, 1859, we moved to 0. You can see that in 1860, Isabella is back. So it's been in the Azores for more than 150 years. We can move to the next slide, just to the graph. Same idea, just to understand the impact. Next. So today, Isabella is the most important grape of Azores. And it's a very big statement for me, because I was involved in recovering the grape Terrantez do Pico and the Vinifera, and we put it back. But this grape is embedded in our culture in all the angles we can find. We can pass to the next slide. You have to offer it in your Christian festivities. So there's a butler that takes care of the party, and he has to bring vinho de cheiro. We can move forward. It's part of all the recipes, the traditional recipes, caldo de peixe, sopa de Espírito Santo, the octopus. So it's you don't do these wines without this grape involved. Next. History, because I love this. This is marvelous, because we're in 1886, and the wine from Isabella the price is higher than the wine imported from Lisbon or from Bucelas, a very reputed Portuguese region. We can move to the next one, please. We've talked about this, everyone talked, but there's plenty of sources there's plenty of articles today available. There is no issue with methanol.
You can have much more ethanol in port, in Madeira, in sherry. So I think we can pass through it. So there's no blockage regarding this. Next, please. Sorry. This natural hybrid is very important for me because it's nothing against artificial hybrids. In the end of the 1900s, 1800s, so end of 19th century, we start making them. And Alicante Boucher has thrived in Alentejo and Malvasia in Madeira. But this is something happened and is the reflection of populations moving. So the Europeans went to America, they planted grapes, a new grape was born, a kid was born. And somewhere along the way, so moving to the next slide, please. You can see that it's a natural hybrid, but a very noble heritage. So it descends from Petit Meslier. Petit Meslier is also the important progenitor from Gamay Muscadet. That is the progenitor from Chardonnay. It's also the descendant from Savagnin. That is the progenitor from Sauvignon Blanc, Chenin Blanc, and the grapes of the Azores. So meaning it's a grape, yes, it has half Vitige Americana, but it has a lot of Vitige Europaea, and it belongs to also this family. Next, please. Our vineyards are monuments. They're bonsais. They are 150-year-old vineyards. They're beautiful. They're landscape. They are a way to maintain the landscape alive. They are really beautiful to see. I'll share some photos that we can move with a bit more speed, so I can go. So this is in Terceira, in Pico, in Santa Maria is on top of the ocean. So this is incredible landscape that people resisted to take these grapes out. Next, please. This is the numbers of today. So there's still 450 hectares. This is I would say that would be the biggest agricultural transformation of the Azores if we unblocked the potential. We've voted, all the vinifera producers that are in certified wines have voted in General Council that we are for the legalization, for a category of this type of wines because they are sense of place. Next, please. And closing now. So to close, I say that people ask me if a lot of times people say that Isabel is American. Well, it has an American father, an European mother, and it's in the middle in the Azores, so it's home. Thank you. Thank you very much. Also for this last sentence that is very, very meaningful. Thank you again. Ok, adesso andiamo alla parola a David Flayol, che è un produttore di vino che ci parlerà della piantumazione storica e del movimento per cercare appunto di rilanciare queste varietà nella Francia del Sud. Grazie infinite. Prego. Bonjour, mesdames les élus, messieurs les élus, merci de nous donner la parole. Mesdames, messieurs, voilà, je vais raconter une histoire personnelle qui est relativement symptomatique de ce monde-là. Et donc, ça peut donner un peu plus d'humanité à la chose, et pas que le côté juridique. Donc, j'ai hérité en 2008 d'un vieux mas en Cévennes. Les Cévennes sont des montagnes au nord de Montpellier, pour situer. Et les terres agricoles qui pouvaient être exploitées étaient quasi à l'abandon suite aux guerres et à la déprise agricole. Nous avons constaté la présence d'une vieille plantation de vignes d'un demi-hectare et les anciens ne savaient pas trop quels étaient les cépages présents sur place. Ma femme et moi avons vinifié un vin blanc et il a été très apprécié d'un sommelier reconnu et d'un chef étoilé à Nîmes qui se sont engagés à le promouvoir. Et donc notre aventure a commencé. Nous avons constaté en fait que ces cépages étaient endémiques donc à ces montagnes, à ces paysages montagneux. Et je vois que donc mes voisins donc italiens ou espagnols et portugais, puisqu'on était au Capo Verde, et c'est la même chose. Donc on a toujours ces territoires avec beaucoup de terrasses et donc qui créent également du tourisme et pas que de l'agriculture, mais ça entretient énormément donc l'histoire humaine locale. Et c'est ce patrimoine qu'il faut également sauver à travers ces textes.
Donc l'origine en Cévennes, ça vient de la polyculture, évidemment, qu'il y avait dans nos montagnes, car les terrains agricoles étaient extrêmement réduits en termes de surface, et également la présence de mines, parce que donc les mineurs avaient droit à utiliser, consommer une certaine quantité d'alcool et de vin, en fait, à 8 degrés, certes, mais pas mal d'alcool, donc du coup, pour descendre dans la mine. Et donc la présence de ces variétés qui sont apparues un petit peu par hasard chez nous ont permis en fait le développement de ces vignes par la raison de plantes directes, la résistance aux maladies, la résistance à la sécheresse. Et donc il y a eu une possibilité de faire des quantités relativement conséquentes pour tout ce personnel qui travaillait dans les montagnes et qui essayait en gros de travailler un petit peu en autarcie. Voilà. Donc la suite, c'est qu'il y a eu un oubli de tout cela par donc cette déprise agricole, je parle surtout en France, et après la redécouverte. Donc dans les dernières années, on s'aperçoit que depuis 30 ans, il y a eu des agriculteurs qui ont essayé de mettre en avant, donc comme l'a dit nos prédécesseurs, ces cépages donc en technique de treille, donc qui permettaient de faire de l'ombrage également. Donc aujourd'hui, en fait, la redécouverte a permis de montrer qu'on vinifiait correctement ces vins, on les travaillait donc avec des méthodes modernes et plus comme ça se faisait avant, et on pourrait dire qu'ils ont été vraiment désastreuses par rapport à l'image qu'ont donné ces cépages interdits. Voilà. Mes rencontres donc avec les associations Fruits oubliés, Clinto de Marca, les salons des vins qu'on a fait sur la France entière, les films Vitis Prohibita ont montré en fait que ce problème était vraiment plus large que les Cévennes et que c'était vraiment européen. Et entre autres, donc, dans le film Vitis Prohibita, on parle du problème roumain qui a perdu beaucoup d'encépagement grâce à l'Isabelle ou à cause de l'Isabelle. Voilà, donc l'extension de l'IGP Cévennes que nous avions demandé sur le sud de Lozère, un département français, a permis de montrer l'intérêt d'ouvrir le catalogue et de toucher donc à des choses qui me dépassaient. Et donc l'aide de l'association IGP Cévennes et de tous les syndicats de vin ont permis de porter donc à votre connaissance tout cela. Voilà. Donc et tous ces acteurs qui sont présents ici portent cette demande avec vraiment beaucoup d'attention et d'ambition pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, grazie anche di essere rimasto eccellentemente nei tempi. E adesso la parola la riporto invece alla Spagna con Maurizio Limiti, che è collegato online e ci permetterà, come membro dell'Associazione dei giornalisti del vino spagnolo AEPEV, di poter affrontare un tema delicatissimo, cioè dal divieto all'eccellenza, quindi ciò che noi auspichiamo, l'evoluzione delle varietà ibride in Europa. Prego. Good afternoon, all. Well, first of all, thank you for having me here today. It's really an honor. Exactly 1 year ago, I wrote an article on forbidden hybrids, and I wanted to share with you a journalistic perspective to the topic. I will skip the first part of my speech that was basically already covered by most of the panelists. It was about the reasons for the ban, and so there's no reason to go back to it. And I will go through two main reasons that guide me to say that we should allow those hybrids back into the legal market. And one looks to the past, to the history, to the heritage that also been mentioned by other panelists. And the other one looks to the future. First, the past. Wine is memory, is deeply embedded in our history. I'll give you some data and some examples. According to the records of the Second Enological Congress organized in Friuli, in the northeast of Italy, in 1893, Jacquet, Clinton, and Isabella and other hybrids were present in the region massively. In the book Vino al Vino of Soldati, Mario Soldati, the most famous Italian journalist, the wine journalist, the writer mentions extensively Clinto as one of the most interesting varieties in the Veneto region. And hybrids were not only commonly planted in Italy, but also in Spain. Montsemoya, a Catalan producer of Jacquet wine, whose bottles are served in one of the best restaurants in the world, the Cellar Can Roca in Girona,
told me that most of the visitors that taste her Jacquet say, wow, this is exactly what my parents and my grandparents used to drink. So as I said before, wine is memory and we should try to preserve it. The presence in Spain was not only in Catalonia, but was massive in Galicia, in the north of Spain. According to the data of the viticultural real estate registry, the Cadastre of Pontevedra region, in 1983, the hybrids accounted for almost 75% of total cultivation. And along the past 30 years, so in 2015, the vineyard, the most recent vineyard survey that was carried out by the Spanish Ministry of Agriculture showed that 3,000 hectares of hybrids were still present in Galicia, which means 10% of the Galician vineyard surface. Despite the reduction, obviously, in the last 30 years, that was driven by the recovery of autochthonous varieties in the region, still the presence of hybrids is relevant. Well, all in all, what I just said is cultural heritage, and we should try to preserve it as part of our history as Europeans. Banning and keeping the ban means erasing our piece of history. We should try to revive it and restore it. Now let's look to the other side of the coin, to the future. It's been already said that climate change is reshaping, rewriting viticulture. We need vines that can withstand diseases, heat stress, and many of those hybrids were indeed able to do that. They can lower spray needs, they can keep the yield stable, they can guarantee to the farmers margins when the summer are extreme, and so are really helpful in these regards. And I will give you one big name in Burgundy, Armand Heights, a very famous, renowned name worldwide, experimented in 2022 with Noah with extraordinary result. I tasted the wine this summer, and it was really extraordinary. Really excellent. And he has recently planted 2 PVs in his vineyards. It was a bet, of course. He planted Voltis and Sauvigny Gris. And what Armand did is not driven by nostalgia. It's the opposite. It's driven by risk management, by innovation, and by the search for resilience in a very hard environment. And finally, I also believe that the farming needs to evolve as well. In this respect, I support co-plantation, which means different varieties in the same parcel and all picked at the same time. Previously, Etienne mentioned the blending of wine. So here we're doing something similar, but at the very beginning. So blending in the vineyard at the very beginning. In this way, each variety brings balance to the whole, and the hybrids have a lot to bring. Like, first of all, they were used for their tannins, their color, and so in this regards, they can really help. In Alsace, Marcel Dice showed already how powerful the co-plantation is with extraordinary results. And so the idea would be to apply this logic, this method elsewhere with the contribution of hybrids. To close, I believe that wine is both culture and agriculture. If we lock the culture in a museum, it dies. And if we freeze agriculture in the past, it fails. So we need both continuity and a continuous change. Finally, just a remark, next wine trip will be in Azores, because I was really amazed about the last presentation. Thank you. Thank you very much. Thank you. Grazie infinite. Adesso passo la parola a Enzo Slongo, che è vicepresidente dell'Associazione Clinto de Marca in Veneto, che ci parlerà delle iniziative di comunità per preservare il valore degli ibridi. Grazie infinite. Buongiorno a tutti. Io inizio con un grazie all'onorevole Guarda e il suo staff per averci portato noi tutti qui oggi per parlare nuovamente dei vitigni proibiti. Quando l'amore per la terra, per le tradizioni e per la biodiversità si incontrano, nascono le associazioni a tutela dei vini proibiti. Resistere alle malattie, essere naturalmente adattabili ai cambiamenti climatici e liberarsi dai fitofarmaci
è stata la condanna a morte del Clinton. In un mondo dove la tendenza fa la differenza e i termini enologici e le definizioni hanno il loro peso, non è facile descrivere i vini naturali e antichi e naturalmente proibiti. Loro sono il rispetto della terra, della biodiversità e niente chimica in vigna e in cantina. I vini proibiti non si bevono, ma si ascoltano. Loro narrano la storia di un tempo smarrito e così riaffiorano le emozioni e i ricordi di quello che ormai è storia. Una breve illustrazione delle tappe che ha portato avanti la nostra associazione Clinto de Marca. Ad oggi Clinto de Marca è impegnata affinché questo prezioso prodotto possa essere liberalmente riconosciuto, degustato e valorizzato per la storia, ricordi ed emozioni che sono all'interno di ogni singola goccia del Clinton e dei vini proibiti. Degustare il Clinton e i vini proibiti genera emozioni, ricordi di un tempo passato che lo decreta unico e inimitabile. Il 26 maggio del 2016 viene inoltrata al Parlamento europeo un'interrogazione per il riconoscimento e legalizzazione del Clinto e ibridi, sottolineando che la sua coltivazione e vinificazione non ha finalità economiche, ma bensì conservazione e tutela di un patrimonio culturale e vitivinicolo. Il 2 agosto 2016 il Parlamento europeo, nella persona di Phil Hogan, ha dato una risposta positiva ed è sufficiente utilizzare il nome Clinto. Il 15 febbraio 2021 il Ministero italiano delle politiche agricole, alimentari e forestali, con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, aggiorna l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari, inserendo ai numeri 263 l'uva di Clinton, al 264 l'uva fragola bianca e al 265 l'uva fragola nera. Grazie a questo, per il solo utilizzo familiare viene autorizzata la coltivazione a titolo di frutteto e pertanto ne viene consentita la trasformazione del prodotto in succo d'uva e la messa a dimora delle piante come frutteto. Ottobre 2022. In collaborazione con l'unità sanitaria italiana ULS 2 di Treviso, Clinto de Marca ha avviato una vinificazione sperimentale con analisi chimiche dei campioni di vino vinificato dai propri soci su 7 province. Al termine del percorso, durato 7 mesi, viene confermato e rilasciato documento attestante che il vino Clinton rispetta e rientra in tutti i parametri e valori imposti dalle attuali normative sul processo di vinificazione dei vini e nessuna controindicazione sanitaria. Luglio 2023. Per una più ampia conoscenza relativa alla genealogia delle piante che costituiscono i vigneti dei soci, Clinto de Marca ha proceduto ad effettuare la ricerca del DNA presso 2 istituti specifici, il CREA di Conegliano e la Fondazione Edmund Mack con sede a San Michele all'Adige. Tale accertamento di grande valore ha potuto definire la specifica tipologia delle piante e l'albero genealogico. Luglio 2025. Il vitigno Clinton Marion, coltivato a Fonzaso Belluno, è stato dichiarato bene tutelato dalla Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Venezia, Padova, Treviso e Belluno, in quanto bene culturale di natura etnoantropologica. L'associazione Clinto de Marca nel 2025 partecipa al bando regionale della PSN PAC 2023 per lo sviluppo rurale con la realizzazione di un orto sperimentale come frutteto.
Il 2025 molto probabilmente per l'Italia e per il Clinton Veneto sta andando a gonfie vele, è l'anno del Clinton, in quanto ieri a Dione l'OIV, che è l'Istituto Internazionale per i Vini, ha decretato che il GRASPO, che è il gruppo di ricerca ampelografica per la salvaguardia e preservazione dell'originalità, ha premiato con l'Award OIV 2025 il libro 100 storie per 100 custodi della biodiversità viticola in Italia. Concludo con una riflessione che vorrei che tutti noi portassimo con noi a casa, che è questa. Il Clinton, empatia della vita. Il Clinton è come la vita, è un viaggio di trasformazione che ci invita a rallentare e apprezzare ogni momento. Come l'uva matura pazientemente sotto il sole, così la vita ci modella attraverso esperienze, gioie e dolori. Entrambe richiedono tempo, dedizione e passione per raggiungere la loro piena espressione. Ogni sorso di vino, come ogni istante di vita, è unico e irripetibile, svelando una complessità di aromi e sfumature che raccontano una storia di pazienza e passione. Come un buon vino va assaporato lentamente, così la vita va vissuta pienamente, apprezzandone ogni momento prezioso, perché ogni esperienza, ogni incontro, ogni emozione contribuisce a creare il nostro personale e irripetibile bouquet. Dentro un calice di vino c'è tutto un mondo fatto di persone, storie, territori e gusto. La curiosità, la volontà, l'entusiasmo e l'esperienza che ci coinvolge ogni volta sono lo slancio per acquisire nuove informazioni, per saperne sempre di più. Grazie. Grazie infinite. Anche di questo finale in poesia che spero si sia riuscito ad apprezzare anche nelle altre lingue. Ecco, grazie infinite. Adesso torniamo in Francia e andiamo da Christelle Guiraud, giusto, che è un produttore di vino e presidente della Unione dei produttori del Sevan IGP. Il focus di questo intervento sarà la rilevanza economica, culturale e ambientale delle varietà della tradizione. Merci beaucoup. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie de m'accorder la parole au nom des vignerons du syndicat des IGP Cévennes. Je viens aujourd'hui pour vous parler d'un sujet à la croisée des enjeux économiques, patrimoniaux et environnementaux. L'interdiction de certains cépages et pourquoi il est impératif de reconsidérer ces interdictions. Permettez-moi de développer ces trois volets, économique, patrimonial et environnemental. Et pourquoi lever ou assouplir ces interdictions serait bénéfique pour les vignerons, pour les territoires ainsi que pour l'Europe. D'un point de vue économique, la réduction des coûts de production, les cépages résistants ou hybrides demandent beaucoup moins de traitements phytosanitaires, donc moins de fongicides, moins de passage de machines, moins de consommation énergétique. Cela réduit les dépenses en intrants, en main-d'œuvre et en carburant. Une sécurité face aux aléas climatiques, les sécheresses, vagues de chaleur, gel, maladies émergentes, certains cépages interdits ou anciens se montrent particulièrement résistants ou du moins plus adaptables, permettant d'assurer une production stable malgré les perturbations. Certains sont très tardifs et débourrent après les gelées de printemps et arrivent dans la phase de maturité après les chaleurs et la sécheresse estivale. Une diversification de l'offre, innovation et image de marque, pouvoir proposer des vins différents, inattendus, répondre à de nouvelles attentes, des vins nature, des vins à faible intervention, des vins bio, etc. Cela peut ouvrir de nouveaux marchés, de nouvelles niches et renforcer la compétitivité internationale. Amélioration des revenus et renforcement territorial. Des filières nouvelles,
Des petits producteurs peuvent se développer autour de variétés retrouvées ou redécouvertes. Revitaliser des zones rurales, créer ou maintenir des emplois, plantation, taille, vinification particulière, commercialisation spécialisée. Certains cépages peuvent être cultivés en treilles et permettre de remettre en culture certaines parcelles escarpées des Cévennes. D'un point de vue patrimonial, ces cépages interdits font partie du patrimoine viticole. Variétés anciennes, souvent locales, cultivées depuis des décennies, voire des siècles. Ils sont liés à l'histoire sociale, culturelle, gastronomique de certaines régions. Les interdire, c'est en partie effacer une mémoire, une identité. Leur redécouverte participe à la biodiversité viticole, diversité génétique, diversité des saveurs, des arômes, des types de vins. Cela enrichit non seulement le paysage gustatif, mais contribue à la résilience globale des vignobles. L'aspect patrimonial peut devenir un atout touristique et culturel, des routes des vins, des festivals autour des variétés anciennes, la valorisation du terroir avec ses variétés presque oubliées, cela attire des visiteurs sensibles à l'authenticité et à l'histoire. Enfin, pour les générations futures, préserver ces variétés, les cultiver, les étudier, c'est transmettre un legs vivant, non seulement un héritage matériel, mais aussi immatériel, un savoir-faire et des traditions. Et enfin, d'un point de vue environnemental, moins d'intrants chimiques, moins de fongicides, ce qui réduit pollution des sols, de l'eau, impact de la biodiversité sur les insectes, et la microfaune. La résistance aux maladies et au stress climatique, certaines variétés, comme on vous l'a déjà dit, variétés interdites ou hybrides, montrent une bonne résistance à la chaleur, à la sécheresse, au gel, ce qui devient crucial dans le contexte du changement climatique. Réduction de l'empreinte carbone, moins de machines, moins de transport, moins de consommation énergétique pour les traitements. Des vignes mieux adaptées nécessitent moins d'entretien intensif. Encouragement des pratiques durables. L'utilisation de ces cépages peut aller de pair avec la viticulture biologique ou biodynamique, les pratiques à basses interventions, etc., renforçant la contribution du secteur viticole aux objectifs de transition écologique de l'Union européenne. Mesdames et messieurs les députés, en conclusion, l'interdiction de ces 6 cépages, Noix, Clinton, Herbemont, Jacquet, Isabelle et Othello, ne relève plus d'une nécessité agricole ou sanitaire absolue, mais plutôt d'un héritage réglementaire devenu inadapté aux défis du XXIe siècle. Climat, durabilité, biodiversité et innovation. Le secteur viticole européen est à la croisée des chemins. Maintenir les interdictions, c'est courir le risque d'être dépassé par les changements environnementaux, les attentes des consommateurs, la concurrence internationale. Mais lever ou assouplir ces interdictions, c'est offrir aux producteurs les marges de manœuvre pour innover, pour s'adapter, pour préserver leur culture, leur patrimoine et leur avenir économique. Je vous invite donc, au nom de tous les vignerons que je représente, à soutenir une réforme ambitieuse qui reconnaisse les cépages interdits comme un élément à la fois de protection, de dynamisme et de résilience pour la viticulture européenne. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Grazie infinite e grazie davvero di questo approfondimento. Prima di passare alla seconda parte di questo incontro vorrei dare il benvenuto a 2 colleghi che sono arrivati in questo momento, Sakis Arnautoglu del gruppo socialista e David Corman del gruppo dei Verdi, che ringrazio davvero di essere qua. Se avete piacere di condividere qualcosa e avete fretta per le necessità insomma di aula eccetera, prego, siete liberi di dirmi se avete piacere di condividere qualcosa ora, se no magari verso la fine dell'incontro insieme con le conclusioni della collega Herranz Garcia e del collega Rodriguez. Allora, passiamo quindi alla seconda parte, visto che vi va bene attendere, con un panel riguardo alle prospettive rispetto alle questioni agronomiche, ambientali e climatiche delle varietà resistenti.
Come primo intervento ho qui Lilian Boucher, che è un coltivatore, è un produttore di vino e membro della Vitis Bâtardus Liberata Association in Francia, che si occuperà del supporto della rinascita locale e della costruzione del network europeo delle varietà proibite e dei nuovi ibridi. Prego. Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs, je suis vigneron dans le Beaujolais où je cultive depuis quelques années des variétés de vignes résistantes aux pathogènes. Celles-ci ont révolutionné mon quotidien. Après de longues années de dépendance aux pesticides, elles m'ont permis de produire du vin sans traitement phytosanitaire. Je m'exprime devant vous aujourd'hui en ma qualité de président d'une association de vigneronnes et vignerons francophones, l'association Vitis Bâtardus Liberata. Notre association, fondée il y a 2 ans, compte à ce jour 170 adhérents, vignerons confirmés ou porteurs de projets, et nos rangs ne cessent de grossir. Elle s'est donnée pour principale mission de défendre et promouvoir les cépages résistants. En France, si elle représente à peine 4% de la surface agricole cultivée, la vigne consomme à elle seule 20% des pesticides utilisés par l'agriculture française. Les chiffres de nos voisins européens ne sont guère plus glorieux. On mesure dès lors l'urgence à favoriser le déploiement des cépages résistants au sein du vignoble européen. Pourtant, aujourd'hui, nombre d'obstacles se dressent devant eux. Ces obstacles sont pour beaucoup hérités du passé. Si certains prêtent en effet aux variétés résistantes de la vigne un caractère de nouveauté, les premières variétés, que l'on appelait autrefois les cépages hybrides, sont pourtant apparues il y a près de 2 siècles. Dès l'invasion des maladies américaines de la vigne sur le sol européen, certains observateurs attentifs notèrent que la vigne américaine, par laquelle le malheur était arrivé, semblait mieux résister aux agresseurs de la vigne que sa cousine européenne. L'idée vint alors aux esprits d'hybrider vigne américaine et vigne européenne par simple pollinisation croisée, dans l'espoir de faire naître de cette union une progéniture qui hériterait des qualités de résistance naturelle du parent américain et du goût traditionnel du parent européen. L'entreprise est bientôt couronnée de succès. Des générations d'hybrideurs vont alors se succéder qui offriront aux vignerons européens d'innombrables variétés dont certaines connurent au fil des décennies une large diffusion. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Lors du recensement du vignoble français de 1958, 400 000 hectares de vignes hybrides sont ainsi recensés, soit le tiers du vignoble français de l'époque. Les autres pays ne sont pas en reste, puisque la culture des hybrides s'est alors étendue à toute l'Europe, comme en ont parlé mes collègues vignerons des autres pays européens qui se sont exprimés avant moi. Mais cet âge d'or ne durera pas, et les vignes hybrides connurent un déclin aussi fulgurant que le fut leur ascension. Je ne vais pas refaire ici l'histoire tourmentée des cépages hybrides en France et en Europe, cela nécessiterait trop de temps. Notons simplement que ce déclin est dû aux crises de surproduction à répétition qui secouèrent la viticulture européenne après sa reconstitution post-phylloxérique. Certains lobbies viticoles puissants trouvèrent en la vigne hybride un bouc émissaire idéal et incitèrent le législateur à multiplier au fil du temps les entraves à son encontre. L'arrivée des pesticides après la Seconde Guerre mondiale, qui minimisait désormais l'intérêt de la résistance naturelle de la vigne hybride, contribua également à sa disparition. Ainsi, en 2010, ne subsistait plus que 10 000 hectares en France, et la vigne hybride et son bref passé, mais intense passé de culture, s'apprêtaient à tomber dans l'oubli. Les effets délétères de l'usage des pesticides sont aujourd'hui connus. Cette prise de conscience, qui fut progressive, a fait renaître peu à peu l'intérêt pour les cépages résistants. Nos instituts de recherche agronomique européens, creusant le sillon des hybrideurs pionniers, multiplient aujourd'hui les travaux de sélection. Toutefois, le retour en grâce de la vigne hybride ne pourra se faire sans le concours actif des autorités politiques, car de nombreuses barrières dressées jadis devant la vigne hybride demeurent. Elles ne se résument pas, loin de là, à la seule interdiction des 6 fameux interdits. Je me contenterai de donner comme seul exemple de ces entraves la procédure de classement national de la vigne qui se superpose au catalogue commun.
Cette procédure, inscrite dans le volet vitivinicole de l'Organisation commune des marchés européenne, stipule que seules les variétés classées nationalement peuvent être plantées à des fins de production de vin. Outre qu'elle contredit l'esprit de la construction européenne, cette prérogative nationale de la vigne est un frein manifeste au développement des variétés résistantes. Quand une variété française est intéressante pour les vignerons français par sa résistance naturelle, ou une variété italienne pour les vignerons italiens, pourquoi ne le serait-elle pas tout autant pour les vignerons des autres États membres de l'Union ? Qu'est-ce qui justifie qu'une variété produite par une nation doive encore subir une procédure de classement longue et coûteuse au sein de tous les autres pays de l'Union, procédure dont on se demande de surcroît comment elle pourrait aboutir à d'autres conclusions que celles formulées par les experts de son pays d'origine. Les diverses expériences des vignerons de notre association, dans leurs essais de culture de la vigne résistante, nous ont permis de recenser les freins législatifs qui existent à ce jour. Nous serions heureux d'entrer en dialogue avec celles et ceux qui ont le pouvoir de les lever et veulent contribuer par leurs efforts à sortir la viticulture de 150 années de dépendance aux pesticides. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup. Grazie infinite, molto chiaro e diretto anche il messaggio finale. Intanto chiedo scusa al collega Lazarov che non avevo riconosciuto, le domando profondamente scusa, è presente in rappresentanza del gruppo PPE e ribadisco l'invito ad intervenire in qualunque momento abbia necessità e voglia. E c'è il collega Sakis Arnautoglu che aveva piacere di poter condividere un pensiero, per cui prego la parola. Okay. Thank you so much. And it's very interesting what we've been hearing all this time. And I just wanted to ask, I'm Greek, and I'm also, I have some kind of friends that cultivate wine. And, we're not so famous as the French and the Italians. But the thing is that we're experiencing in Greece, a lot of problems with the climate change. I just wanted to know, in your regions now, have you considered that the climate change is of course, it is a fact, but what kind of, let's say, wines and varieties are capable of resisting the climate change in the near future? Are you willing to change the varieties in that, let's say, direction, or are you going to insist in growing wineries in a little bit higher altitudes than you used before? Thank you. Thank you very much. Magari negli interventi successivi c'è la possibilità di rispondere magari anche a questa domanda che è già stata toccata forse un po' di più all'inizio e quindi ci consente di ritornare sul tema dell'adattamento climatico della produzione di vino alle nuove sfide di oggi. Grazie intanto della domanda e risponderanno appunto nei prossimi interventi. E adesso è il turno della donna del nostro panel, Eude Rebourget, che è un'enologa e una commerciante di vini e la Cave de Aude. I'm so sorry, I don't know French, I'm sorry. I'm learning it, a Île-de-France in Francia, che ci parlerà di aspetti riguardo alla qualità e gli aspetti sensoriali dei vini, appunto, delle uve resistenti. Prego. Oui, alors merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis effectivement agronome et œnologue. Je suis secrétaire générale de la compagnie des courtiers jurys experts piqueurs de vin de Paris, qui a été créée en 1322 par Philippe le Bel, dont le but était de garantir l'authenticité des vins qui rentraient sur Paris, qui était déjà une place importante de commerce des vins. Nous sommes des experts près le tribunal de commerce de Paris. Nous formons les jurés du concours général agricole de Paris, qui fait partie des premiers concours vinicoles reconnus par l'Union européenne.
Alors, je suis donc ici en tant que caviste indépendante. Je suis donc au contact de ceux qui vont consommer les vins qui sont produits dans toutes les régions de France, et en espérant bien sûr que ces cépages interdits ne le soient plus, parce que en fait, ces consommateurs qui avant, dans les années 50, 60, consommaient du vin comme de l'eau à table et sans comprendre comment c'était produit, sans comprendre ce qu'il y avait dans leur verre, nous sommes passés quand même à des personnes qui ne connaissent pas forcément le vin, mais qui savent l'apprécier. Alors, quelques chiffres quand même. Le vin avant, c'était vraiment un aliment du quotidien, puisque jusqu'en 1956, on pouvait servir du vin à des enfants de moins de 14 ans dans les cantines. Ça a été arrêté en 1956. En 1960, on buvait 127 litres de vin par an et par habitant. Aujourd'hui, nous sommes à 40 litres de vin bu par an et par habitant. Ce que cherchent les consommateurs à l'heure actuelle, c'est vraiment de la qualité et alors surtout pas de monotonie. C'est-à-dire qu'il faut fréquemment avoir des nouveaux vins, leur faire découvrir de nouvelles saveurs, des nouveaux arômes, de leur faire découvrir des nouveaux cépages, des nouvelles régions. Ils sont très demandeurs. Les clubs d'œnologie ont explosé en France aussi, surtout dans les années 90, début 2000. Les consommateurs adorent découvrir la place des vins produits avec des cépages qui sont interdits auraient toute leur place en fait dans les caves, bien entendu, et surtout voilà, c'est vraiment des nouveaux arômes, des nouvelles saveurs, et surtout à l'heure actuelle, les clients, les consommateurs sont très sensibles à l'environnement. Ils demandent de plus en plus des vins bio, des vins nature, sont très sensibles à ces facteurs-là de production, facteurs qu'on ne prenait pas en compte, bien sûr, dans les années 50 et 60. Donc, ils veulent vraiment se faire plaisir, partager, avoir des vins les plus en plus originaux, avec de l'histoire derrière, beaucoup d'histoire. Donc voilà, donc c'est vraiment dans ce sens-là que maintenant on vend le vin en France. Les vins qui sont connus depuis des dizaines d'années, on moins le vend en poupe, et on veut vraiment découvrir des nouvelles saveurs. L'alimentation a aussi beaucoup changé en France. Nous sommes moins sur des plats classiques, même si c'est un peu toujours au goût du jour, mais on est plus sur des cuisines fusion aussi. Les plats d'Afrique du Nord se mélangent avec la gastronomie française. Il y a des mélanges de saveurs, d'épices. Donc tous ces vins ont tout à fait leur place maintenant sur cette nouvelle consommation, cette nouvelle gastronomie qu'on peut avoir dans notre pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Grazie per anche la connessione tra la storia, la necessità di un'emozione dietro alla degustazione di un vino, e la connessione anche con la tradizione culinaria, con le innovazioni anche che le nuove generazioni magari anche richiedono e connettono anche con la propria passione turistica. E adesso l'ultimo panelist di questo momento, di questa seconda parte dell'incontro, è Philippe Darré, che è direttore dell'Istituto del Vino e delle Scienze all'Università di Bordeaux. È online, è collegato online, e le chiederei se è possibile affrontare il tema dell'evoluzione della tolleranza dei nuovi vini resistenti a molti patogeni e alle sfide di oggi del mondo enologico, della produzione del vino. Se le è possibile magari anche fare un accenno alle condizioni climatiche e alle sfide climatiche, le sarei molto grata. Grazie. Bonjour Madame la Présidente, merci pour votre introduction. Avec plaisir pour parler de ces sujets. Est-ce que vous pourriez me donner la première présentation diapositive, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Voilà, donc une présentation qui est un petit peu complémentaire des présentations qui ont été faites au cours de cet après-midi, et qui fait écho aux travaux qui sont actuellement menés sur le développement de variétés de vignes, la création de variétés de vignes
résistantes, on dit plutôt tolérantes finalement aujourd'hui, aux principales maladies. Et moi, je voudrais insister sur le challenge que cela revêt d'un point de vue de l'œnologie, c'est-à-dire de l'élaboration du vin. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Lorsque l'on se penche sur l'histoire du vin depuis l'Antiquité, eh bien, on analyse cette situation. C'est une relation systématique entre des producteurs, bien sûr des marchands, et des consommateurs. Ça veut dire qu'à chaque fois, il y a eu cette nécessité pour les consommateurs de retrouver du plaisir à la consommation du vin, un plaisir qui est relié à la qualité. Cette dimension, elle est particulièrement vraie aujourd'hui, avec l'intervenante précédente qui l'a mentionné, avoir de la qualité lorsque l'on retrouve le vin et du plaisir. Et alors, quand on fait une relecture de l'histoire, eh bien, cette qualité, elle est principalement basée sur des variétés de Vitis vinifera, certaines qui sont considérées depuis plus du XIVe siècle. Mais il faut mentionner, comme l'a fait M. Sajar-Como, le fait que certaines variétés, telles que le Bacco, est inscrit en tant que variété d'appellation d'origine contrôlée dans l'Armagnac. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc effectivement, les challenges qui sont ceux aujourd'hui auxquels se trouve confrontée la filière vitivinicole, c'est d'abord la nécessité de limiter l'usage des pesticides. Ça a été beaucoup abordé aujourd'hui. Et il y a un programme qui s'appelle Vitae, qui est aujourd'hui conduit au niveau national en France. Il y a d'autres programmes au niveau de l'Union européenne pour trouver des solutions alternatives par rapport à cette question. Mais dans ce propos, il y a bien sûr le développement de variétés qui sont résistantes à la fois au mildiou, à l'oïdium, et aussi de préférence au black rot. Mais pas seulement, il faut aussi que ces variétés puissent être adaptées au changement climatique. Donc en fait, il n'y en a pas un, mais aussi deux challenges. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, juste un exemple de travaux qui ont été construits par Alain Bouquet à partir du début des années 1970. Alain Bouquet a réalisé des variétés résistantes en faisant un croisement avec des variétés telles que la variété Muscadinia, avec différentes variétés de Vitis vinifera. Et il a ensuite fait des rétrocroisements, c'est-à-dire qu'il a recroisé à nouveau, de manière tout à fait naturelle, ces variétés résistantes créées, de telle sorte qu'au final, le génome de ces variétés contient plus de 98% de génome de Vitis vinifera. Quand on évalue la qualité œnologique de ces vins, on se rend compte que les rendements sont proches de ceux que l'on a avec des variétés de Vitis vinifera, les teneurs en alcool et en acidité sont aussi très proches, et l'évaluation qui a été faite en l'occurrence par un panel de dégustateurs du Languedoc a montré des vins de très bonne qualité. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Maintenant, l'inconvénient des variétés bouquet, c'est qu'elles ne possèdent qu'un seul gène de résistance au mildiou et un seul gène de résistance à l'oïdium. Ce qui fait que peut-être, on ne le sait pas, mais en tout cas, il y a un risque qui est plus important d'avoir un contournement de cette résistance et du coup de perdre la résistance au milieu à l'oïdium. Et il y a un travail très important qui a été initié dans la suite d'Alain Bouquet à partir du début des années 2000 par des chercheurs de l'INRA de Colmar en collaboration avec des chercheurs d'un institut allemand, le Julius Kuhn Institute, pour créer des variétés Resdur 1 d'abord. Et parmi ces variétés Resdur 1, au milieu de 12 candidats qui ont été expérimentés pendant plusieurs années dans 3 sites dans le vignoble français. 4 d'entre elles ont été reconnues, l'Artaban, le Vidocq, le Voltis et le Floréal, qui sont aujourd'hui des variétés qui ont été inscrites, si je prends l'exemple du vignoble de Bordeaux, pour être inscrites à l'intérieur des appellations d'origine contrôlée, et donc jusqu'à une proportion en surface de 5% et une proportion en volume jusqu'à 10%. Donc quand on s'intéresse à ces variétés résistantes obtenues à partir de croisements avec des variétés hybrides, eh bien, on a aujourd'hui 550 hectares qui ont été plantés en France. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, il y a une deuxième génération de variétés qui s'appelle les variétés Resdur 2. Et ce que je trouve très intelligent qui a été fait, c'est de croiser ces variétés Resdur 2 avec 2 gènes de résistance au mildiou et 2 gènes de résistance à l'oïdium, avec des variétés historiques des grands vignobles français. Donc, c'est le cas du vignoble de Cognac, de la Champagne, de Bordeaux, des Côtes-du-Rhône et aussi du sud de France, c'est-à-dire du Languedoc. Je vais vous parler plus précisément de travail qui a été conduit dans le vignoble de Bordeaux. La diapositive suivante, s'il vous plaît.
C'est un dispositif sur lequel moi je suis personnellement investi en tant qu'œnologue. Donc il y a 168 individus, ça fait beaucoup d'individus qui sont représentés par 5 plants. Ces individus sont des descendants de variétés historiques de Bordeaux et qui sont résistants à la fois au mildiou et à l'oïdium. Un résistant par le croisement avec le petit verre d'eau ou avec le cabernet franc. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Ce qui est intéressant, c'est que quand on analyse toute cette diversité d'individus descendants du cabernet franc et du petit verre d'eau, on a une très grande diversité dans les stades de maturité des raisins. Donc par rapport à l'enjeu qui est celui de l'adaptation au changement climatique, il y a la possibilité de récolter des variétés qui sont plus tardives en maturité que le merlot, vous voyez, qui est indiqué aujourd'hui en 2023 comme étant mûr au 3 septembre. Il y a des variétés qu'on a pu récolter le 29 septembre, et pareil en 2022. L'autre point ensuite, c'est que les vins de ces variétés ne contiennent pas du tout les marqueurs caractéristiques que l'on retrouve dans les vins des variétés hybrides. Ça donne un profil sensoriel particulier, les variétés hybrides, mais là, ça n'est pas le cas dans ces variétés qui sont aujourd'hui obtenues. Et d'autre part, certains de ces individus obtiennent des propriétés sensorielles qui sont très proches d'un point de vue de l'originalité de leur caractère, aromatique et gustatif, d'un point de vue aussi de leur expression, qui est proche de celle des vins de Bordeaux, donc du Merlot par exemple ou du Cabernet Franc. Donc on a bon espoir aujourd'hui d'avoir un développement de ces variétés dans le futur. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, ce que je voulais rappeler, c'est à mon avis un enjeu pour l'œnologie, c'est qu'au travers les créations de ces variétés résistantes associées à des variétés historiques du vignoble français, donc là c'était dans le cas de Bordeaux, mais il y a d'autres exemples dans d'autres vignobles, eh bien l'importance de pouvoir reconnaître des vins qui présentent une originalité de caractère et en particulier une originalité de caractère sensoriel associée au terroir. Je pense que c'est un enjeu qui est vraiment très important pour la satisfaction des consommateurs. L'autre enjeu, ensuite, c'est celui qu'on retrouve une certaine dimension de complexité d'un point de vue des caractéristiques d'arôme et de goût. C'est pas un goût uniforme, c'est pas un goût trop simple, c'est un goût qui peut être assez complexe. Et l'autre point, c'est aussi que ces vins puissent avoir une capacité à vieillir, c'est-à-dire que lors de leur conservation en bouteille, on puisse retrouver des caractéristiques sensorielles intéressantes. Et donc ça, c'est un enjeu, à mon avis, pour séduire à la fois les amateurs de vin et les consommateurs. Maintenant, mon analyse en tant qu'œnologue, elle est celle que ces efforts doivent être poursuivis de manière très importante pour l'ensemble des programmes qui sont conduits en France, mais aussi en Europe, dans l'évaluation des paramètres de maturation de ces raisins, mais aussi dans l'étude de l'adaptation de ces variétés par rapport aux situations d'évolution du climat. Et ainsi, de pouvoir obtenir des vins qui véritablement sont issus de vignes résistantes et présentent des caractéristiques sensorielles originales. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà. Je voulais vous remercier pour cette présentation que j'ai fait durer un petit peu plus longtemps. Grazie a lei, thank you very much. Grazie di cuore dell'approfondimento e adesso ci avviamo verso il momento, diciamo, della conclusione di questo momento insieme, con un momento di dialogo e di confronto, intanto con anche l'invito ai parlamentari presenti a poter interloquire e c'è online Roberto Eguan che è il già vicepresidente del Lozère Department Council in Francia che ci introdurrà, diciamo, a quest'ultima parte di confronto. Grazie. C'è qualche problema di connessione? Is there any issue? Okay. Bonjour. Bonjour, really nice to have you here. Please, the floor is yours. Oui. Alors, je vais intervenir en tant qu'élu du département de la Lozère, le plus petit département de France, mais qui a une typicité importante. Et je partirai d'un constat qui est peut-être un peu à contre-courant de ce que s'est dit cet après-midi concernant les plans interdits pour la vinification. Moi, je vous parlerai plutôt du raisin et du jus de raisin pour l'alimentation, à partir de ces résistants et de ces plans interdits à ce jour. En 2022, j'ai mené
la réflexion sur un projet alimentaire de territoire sur la Lozère. Et on s'est aperçu que ce département était très mieux, beaucoup de production à partir du lait pour faire du fromage, en chèvre, en brebis et en vache, et beaucoup de viande aussi, avec des signes d'appellation AOP qui montraient l'excellence de ce département. Et lors de la rencontre avec les agriculteurs et au travers du projet alimentaire de territoire, nous avons abordé tout ce qui était production végétale. Et le végétal était un peu sous-estimé en Lozère, et donc nous avons dit qu'il faut mettre l'accent là-dessus. Et on travaille à l'installation d'agriculteurs sur le maraîchage, mais pas que, en arboriculture sur la pomme, et sur le raisin aussi, en tant que raisin à consommer en bouche. Nos compétences au conseil départemental, ce sont l'alimentation pour les cantines des collèges et des maisons de retraite, des personnes âgées, des établissements médico-sociaux. Et donc, il n'est pas question de parler du vin à ce genre de consommateurs, mais bien sûr du raisin. Et le raisin est certainement, ces variétés de raisins que nous avons chez nous ont une qualité gustative extraordinaire qui permet notamment de sortir du panel de raisins de table que nous connaissons habituellement. Notamment, je voudrais parler du Clinton, qu'il soit rouge ou blanc, de l'Isabelle aussi, qui peuvent être des raisins mangés en dessert. Et aussi le jus de raisin qui est fait à partir de ce mélange de cépages qui permet d'avoir aussi une typicité que l'on ne retrouve nulle part ailleurs dans le commerce. Et je voudrais aussi montrer l'importance qu'on a de replanter ces cépages chez nous. Un qui ouvrira les yeux à beaucoup d'élus, c'est ce qui s'est passé en France, dans l'Aude récemment, avec un feu très important qui a dévasté 17 000 hectares. Et on s'est aperçu que l'arrachage des vignes avait certainement accéléré la propagation du feu. Et donc, replanter des vignes, c'est aussi protéger et diminuer le feu. Ensuite, au niveau patrimonial, chez nous, comme l'a dit plusieurs interlocuteurs, la vigne est plantée en treilles adossée à des murs. Et ceci permet d'avoir une maturation extraordinaire du raisin, notamment en période où les enfants ont repris l'école et au mois de septembre, et d'avoir là des raisins très gustativement qui sont très bons. Et nous avons aussi vu le dérèglement climatique, toute une région, les Cévennes, où la monoculture du châtaignier qui a duré pendant des siècles est bien mise à mal aujourd'hui. Et donc ces terrains qui sont petit à petit abandonnés en châtaigneraie seraient propices à la plantation de ces cépages interdits. Je vais finir. Oui, juste pour finir, parce qu'après, voilà, on a tous des horaires et les salles ne sont pas disponibles de façon... Pardon, oui. Voilà, je suis désolé. Non, mais très bien, mais tout à fait. Donc je compte sur vous, messieurs les élus européens, pour faire en sorte que tous ces cépages soient inscrits au catalogue dans les années à venir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et donc, je vais proposer à nos deux parlementaires, Esther et André, de conclure cette journée très intéressante. J'en ai raté beaucoup, mais je ne doute pas que vous avez énormément d'informations scientifiques maintenant à votre disposition pour défendre ces cépages qui sont peut-être une partie de notre avenir. Esther. Muy buenas tardes y muchísimas gracias, Enrique, y también a nuestros otros colegas. Quiero decir que tengo que agradecer a los expertos que nos han acompañado hoy, que nos han abierto una nueva vía de conocimiento, por lo menos para mí, que desconocía bastante de todo lo que hemos escuchado esta tarde.
Creo que ha sido de verdad enriquecedor poder saber más sobre estas variedades cuyo uso se encuentra restringido actualmente. Como ha dicho la compañera, la colega Cristina, en su presentación cuando ha estado de moderadora, estas variedades han sido rechazadas por el mercado anteriormente y es importante poner en valor el potencial de estas variedades porque lo presentan para los viticultores para que puedan afrontar retos como el cambio climático o las plagas de una manera más eficaz y con herramientas a su disposición. El vino es un alimento que ha evolucionado de manera constante a lo largo de la historia, que se ha adaptado a las necesidades de los productores y las demandas también de los consumidores a lo largo de los siglos. Como legisladores, creo que nuestro rol no se tiene que centrar en obligar al uso de unas herramientas o de otras, sino tenemos la obligación de poner a disposición las medidas que puedan ser necesarias para el sector en cada uno de los casos. Dentro de los compromisos que estamos elaborando estos días con los grupos políticos en el paquete vino, hemos incluido esta idea, esta propuesta en las enmiendas, junto con mi colega Sargiacomo, de volver a autorizar el uso de variedades que hasta ahora estaban prohibidas. Espero que la propuesta sea apoyada primero en el Parlamento y también luego en los trílogos en Consejo y Comisión para que podamos dar al sector un potencial de desarrollar el potencial genómico de estas variedades de cara a la lucha contra las plagas, contra el cambio climático, como se ha dicho durante las presentaciones de los expertos. Gracias de nuevo a ustedes, los señores que más saben de esto, y digo señores porque eran todos señores, y a mis colegas Andrés Rodríguez, Cristina Guarda y Enric Sargiacomo, con quien he tenido el placer de organizar este evento. Y también gracias a todos los que nos han acompañado hoy. Confío en que podamos continuar conversando sobre sobre otros temas también que afectan al sector en unos momentos que son un poco complicados como sector y que se disfrute mucho de la cata de estos vinos y de estas variedades que vendrá a continuación. Gracias. The last word, but not the least. Thank you, everyone. Hello, I'm going to speak in Portuguese. Quero, antes de mais, agradecer aos meus colegas, ao Eric Sargiacomo, à Cristina Guarda, à Esther Garcia, por estarmos todos hoje aqui a organizar este evento, em que esta sessão já vai longa e o mais importante, na verdade, já foi dito pelos nossos convidados, aqueles que mais diretamente se veem afetados pela proibição da União Europeia da produção e comercialização de vinho para consumo humano a partir destas castas híbridas. Por esse motivo também serei breve. O objetivo é simples, focar-nos na principal razão por que decidimos organizar este evento e no porquê de estarmos aqui hoje. Na verdade, hoje celebramos mais do que vinho. Celebramos, como já foi abundantemente dito aqui, história, cultura e identidade. Celebramos a ligação profunda que existe entre a terra, o clima e as pessoas. Como já ouvimos todos na apresentação brilhante que foi feita pelo António Massanita, há mais de 150 anos, na minha terra, os Açores, estas castas, e em particular a Isabela, fazem parte da nossa memória coletiva, da nossa vida rural e também das nossas mesas. Se levarmos o vinho desta casta, o nosso conhecido vinho de cheiro, a qualquer ponto do mundo onde vive um açoriano, dos Estados Unidos ao Canadá, do Brasil à Europa, este vinho é imediatamente reconhecido. Este sabor, este aroma, são uma ponte invisível que liga gerações às nossas ilhas e às nossas famílias. E, no entanto, sem qualquer outra razão que justifique, esse vinho está proibido. Proibido para quando os nossos concorrentes fora da União Europeia, nos Estados Unidos, no Brasil, na Geórgia, estas mesmas castas são legais, valorizadas, populares, sobretudo em vinhos de pequena escala e em consumo local. Nos Açores, como vimos, na verdade, a área de produção destas vinhas diminui e com elas perde-se um pouco da nossa história, da nossa agricultura e da nossa cultura. Estamos, por isso, a assistir silenciosamente à extinção de um património que é único no mundo,
com castas autóctones que só existem no Pico e noutras ilhas e que são verdadeiros fósseis vivos da nossa identidade. É por isso que a Europa orgulha-se e faz bem em orgulhar-se da sua diversidade cultural, da sua herança agrícola e da riqueza das suas regiões. Mas nós não podemos dizer que valorizamos essa diversidade se ao mesmo tempo deixamos morrer tradições que fazem parte do tecido vivo do mundo rural europeu, que fazem parte do ADN das nossas comunidades rurais. Proibir algo que faz parte da nossa história há mais de 150 anos, algo que, repito, é inofensivo e que tem valor cultural e económico, é o oposto do que devíamos estar a defender. É por isso tempo de libertar estas vinhas destas amarras da burocracia e reconhecê-las pelo que são: património vivo da Europa e oportunidade de valorização dos territórios insulares. Uma vez mais, quero agradecer a todos os oradores pela riqueza das suas intervenções e, de modo particular, permitam-me que agradeça ao António Massanita por se ter deslocado do meio do Oceano Atlântico para partilhar a experiência do nosso país e da nossa região e também saber o que é andar 10 horas para chegar aqui ao Parlamento Europeu, algo que faço todas as semanas e que muitas vezes me perguntam se é assim tão difícil para quem vive no meio do Atlântico estar aqui a representar a nossa região. E por isso, mais uma vez, António, obrigado. Obrigado a todos os que cá estiveram hoje a partilhar o vosso conhecimento, a vossa experiência e convido-vos agora a degustar os néctares que temos à nossa espera para, obviamente, nosso proveito, mas também para a honra dos produtores que teimam e bem em manter vivo esta cultura e esta herança. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Grazie. Grazie infinite e per concludere appunto adesso ci sposteremo per il momento di degustazione, insomma anche un po' di festa insieme, perché oggi ammetto è un giorno di grande festa, perché vederci uniti dal Portogallo, dalle Azzorre fino alla Francia e all'Italia, con la Spagna con noi, per difendere un patrimonio culturale e storico e un'opportunità di mercato così è davvero molto bello. Sono molto... E la Bulgaria, grazie infinite, anche Grecia, la Grecia che ci aveva accompagnato con il collega socialista. Per me e per noi credo sia molto emozionante e importante, perché si riconosce anche una grande fatica che nei territori stiamo facendo e state facendo per tenere viva una grande tradizione e per tenere viva quella speranza di poter finalmente rivedere nelle tavole delle persone un prodotto di estrema qualità e un prodotto che deve essere scoperto nelle sue proprietà e può ridare davvero speranza ad un settore che deve stare al passo anche con le nuove emergenze. Per cui vi ringrazio e ringrazio, appunto, è stato piacevole vedere il collega Sargiacomo fare un'attività emendativa come la mia e trovarci insieme in questo momento di confronto nell'OCM Vino e riuscire finalmente a riportare quello che probabilmente era il sogno di tanti parlamentari sul tavolo. Eric, let's drink a little bit. A petit peu. Merci beaucoup. Grazie a tutti. For your knowledge, the room is C41, but follow us. È un piacere, ma quante lingue sa? 6, bravissimo, complimenti, io ne so 2. Nessun problema.